Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Ça faisait un petit temps, je trouvais, que je ne vous avais plus proposé un texte d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors j'ai cherché et j'ai bien sûr trouvé. Voici La trahison d'Einstein. C'est un texte qui est initialement prévu pour une pièce de théâtre. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte à de nombreuses petites, on va dire, annotations qui expliquent la mise en scène. Voilà, c'est une histoire vraiment très intéressante et d'autant plus à l'heure actuelle. Je vous laisse découvrir ça. Belle écoute, belle découverte, en tout cas je l'espère, et on se retrouve juste après. La trahison d'Einstein. Une fin d'après-midi dans le New Jersey, au bord d'un lac. Tandis que le soleil dore l'horizon de teintes cuivrées, un homme, assis sur le sol, se prépare un repas frugal avec du pain, du jambon, des cornichons. C'est un vagabond. En sandales, couvert d'habits froissés, douteux, son sac à dos posé dans l'herbe, il regarde ce qui se passe au loin. Ce qu'il voit et qui l'amuse nous échappe. Lorsque l'action qu'il fixe amène ses yeux à se tourner vers la droite, Einstein entre. En ce jour de 1934, Albert Einstein a 55 ans. Cheveux hirsutes, ample chemise, pantalon en lin, sans chaussettes dans ses chaussures, il rivalise de négligence vestimentaire avec le vagabond. Descendant, trempé de son voilier, il s'ébroue sur la berge. Après un sourire au vagabond, il extrait une serviette de sa besace de sportif. « Alors, le spectacle vous a régalé ? » ?»« Excellent ! Joli voilier, éblouissante lumière sur le lac, quelques solides pointes de vitesse, et j'ai cru au moins 5 fois que vous alliez chavirer. »« Ah, merci. Je ne me serais pas donné du mal pour rien. » »« Comment réussissez-vous ça ? » ?»« Quoi ? Coucher ma voile sur les flots ou rétablir ma coque ? Vous intéressez à un sport dans lequel vous êtes aussi doué qu'un éléphant pour la danse. Moi, à ce niveau de maladresse, j'abandonnerai. Je pratique la navigation depuis des années. Ah, j'aime quand les choses me résistent. Dans ce cas, vous avez fait le juste choix. Avec la voile, vous ne vous lasserez pas. Fendre les flots me détend, autant que jouer du violon. Aïe, vous torturez également le violon ? Mieux que je navigue. Ouf. Aucun des compositeurs que j'ai interprétés ne s'en est plaint. Ils étaient déjà morts, peut-être. Remarquez, les poissons non plus, ils ne protestent pas. Pourtant, lorsqu'ils vous voient piquer sur eux à toute berzingue en agitant votre coquille, ça doit paniquer dans les bas-fonds. Hein. Einstein éclate de rire, nullement vexé, puis achève de se sécher. Et vous, comment vous détendez-vous ? Je n'ai pas besoin de me détendre, je suis né détendu. Détaillant Einstein. C'est fou comme vous lui ressemblez. À qui ? Au savant. Celui qui vient de s'installer ici, à Princeton, à l'université, le bonhomme connu dans le monde entier. Einstein. Alfred Einstein. Albert Einstein ? Oui, d'après les photos des journaux, on dirait vous trait pour trait. Vous n'êtes pas le premier à le remarquer. Une sacrée pointure, il paraît, ce gars-là. Il paraît. Prix Nobel de sciences. De physique. Quoi ? Ce n'est pas une science, la physique ? Einstein hoche la tête. Savez-vous ce qu'il a découvert ? L'Amérique ? La théorie de la relativité restreinte. Ah ! E égale mc carré. Rien que ça ? Il ne s'est pas foulé. Vous voulez que je vous explique ? Surtout pas. Vous avez les moyens de... Silence, pas un mot. Que j'y entrave rien prouve son génie. Et puis, arrêtez de crâner. Quand on vous voit conduire un bateau, on devine que ce n'est pas vous qui allez raconter E égale mp carré. E égale mc carré. MC carré ? MC carré. Vous dites n'importe quoi. Non. Si. Non. Prouvez-le.
Ça risque de prendre du temps. Croyant à une dérobade, le vagabond glousse. Oh, le lâche, la grosse excuse. Einstein s'éloigne. Remarquez, vaut mieux que vous ne soyez pas Einstein, parce que lui, si je le rencontrais, je lui frotterais les oreilles. Einstein, qui partait, s'arrête, intéressé. Ah bon? Ou je lui botterai le cul, au choix. C'est vous qui choisissez, ou Einstein? Moi, je vois ce qui est disponible, le cul ou les oreilles, et je fonce. Bien, je vous écoute. Avec mes oreilles. Einstein revient près de lui. Le vagabond le regarde sans comprendre. Pardon? Frottez. Vos critiques, exposez-les. Ça ne vous concerne pas. Vous, je n'ai rien à vous reprocher, à part de copier mon style vestimentaire. C'est vrai, nous avons le même tailleur. Ouais, le même, et il s'appelle Ladèche. Très fort sur l'ampleur. Expert en pli. Choisissant les tissus qui attirent les taches. Comme ça, on casse la monotonie, on change d'aspect sans changer de vêtements. Il rit. Vous ne portez pas de chaussettes? Jamais. Le gros orteil finit toujours par les percer. Il pouffe. La glace est rompue entre eux. Puis le vagabond donne un coup de coude à Einstein en désignant le bateau non loin. Dis, ton voilier, tu l'as piqué à qui? Einstein sourit. Auriez-vous envie que je vous embarque pour un tour? Arrête, je déteste l'eau. Désolé que les lacs du New Jersey ne soient pas remplis de bière. Cependant, nous pourrions... Non, je ne sais pas nager. Pas besoin de savoir nager. Avec toi à la barre, si. Einstein grimace. Le vagabond s'en divertit. Oh, la tronche! Dingue la ressemblance avec Einstein. Vraiment dément. Les yeux de cocker, les cheveux en pétard. Pareil. 55 ans que l'on me répète ça. Le vagabond tressaille. Mince! Il se relève, paniqué, et recule. C'est vous! Einstein approuve de la tête. Oh, navré! Et moi qui jacassais comme si vous étiez une cloche! Einstein s'offre à lui. Frottez-moi les oreilles. Le vagabond hausse les épaules. Einstein insiste gentiment. Si, si, je vous prie, frottez-moi les oreilles. Vous aviez des reproches à m'adresser. Vous ne rentrez pas? Je prends mon temps. Personne ne vous attend. Si. Ah. Mal marié? Marié, tout simplement. 2 fois. J'aime bien répéter mes erreurs. Une manie. Jusqu'à 7 ans, je redisais toutes mes phrases. Ça m'est resté. Ça m'est resté. Le vagabond hésite, réfléchit et pivote, furieux, vers Einstein. Je ne digère pas vos discours contre les militaires, les armes, la guerre. Ah, voilà. Vous me reprochez mon pacifisme? Vous n'avez pas le droit. Parce que vous luisez du cerveau, on boit vos paroles. Comment pouvez-vous encourager les déserteurs, les lynches, les objecteurs de conscience? Franchement, vous ne prouvez pas votre intelligence en assaisonnant les vrais patriotes. Le patriotisme est une maladie infantile, la varicelle de l'humanité. Vous daubez sur les militaires qui nous défendent au péril de leur vie? L'individu qui se réjouit de marcher en rang sur les accents d'une musique épouvantable tombe sous mon mépris. C'est par erreur qu'il a reçu un vaste cerveau. L'épine dorsale y suffisait amplement. Les hommes ne doivent pas assassiner les hommes. À la guerre, on ne tue pas pour tuer, mais pour ne pas mourir. Et le soldat se bat à votre place. Donnant, moi, je pense à sa place. Je vois. Seul contre tous, à part, au-dessus de la mêlée. Bé, bé, bé. Pardon? Pour appartenir à une communauté de moutons, il faut être un mouton.
Bé, bé. Les soldats sont des héros. L'héroïsme sur commande, l'héroïsme sous contrainte. Quelle farce! Furieux, le vagabond s'exclame avec violence. J'avais un fils, Eddie. Il est mort à la guerre. Einstein cesse de persifler. Bouleversé. Déchiqueté par un explosif. Il avait 21 ans. En 1918. À la fin, lorsque certains rentraient déjà. Il était toujours en retard, ce couillon. Condoléances. Tu parles? Condoléances. Un mot qu'on prononce pour se protéger du vide. Comme la croix au cimetière militaire, la petite croix qu'on plante au-dessus d'un immense trou. Condoléances. Je l'aimais, Eddie. Je l'aimais plus que tout. Simple. Je n'avais jamais compris l'amour avant de me pencher sur son berceau. C'est lui qui me l'a appris. Mon gosse a été un grand Américain. Mon fils a été un héros. Je n'en doute pas. Pas une seconde. Ah! Avez-vous d'autres enfants? Le vagabond secoue la tête. 1 an après que j'ai laissé mon fils au boulevard des Allongés, mon patron m'a foutu dehors. Je râlais, je gueulais, je broyais du charbon. Une déprime du genre agressif. Je voulais mordre les gens. Vous leur reprochiez d'être vivants. Ensuite, j'ai picolé. Vous vous blâmiez de survivre. Plus d'entrain, plus de métier, plus d'argent. Conclusion, ma femme s'est barrée et moi j'ai pris la route. Sans famille, pas besoin d'un toit. Pourquoi s'esquinter à gagner un salaire? Moi, monsieur la crise, je ne l'ai pas vu passer. Si j'avais été enchaîné à un emploi, ligoté à des traites de crédit, sûr que j'aurais avalé ma chic en 1929. Au lieu de ça, j'ai traversé la Californie, j'ai fixé l'horizon en marchant et les étoiles en m'endormant. Pour trouver de quoi bouffer, je me débrouille ou j'aiguise des couteaux. Il y a toujours des lames qui mollissent, je leur redonne du tranchant. D'ailleurs, si vous en avez qui... Oh non, on ne dégote sûrement pas un seul couteau chez un pacifiste. Avec quoi croyez-vous que je coupe ma nourriture? Avec mes ongles? Je vous apporterai mes couteaux. N'êtes pas végétarien en plus? Non, mais j'y songe. Décourageant. Le vagabond est accablé. Einstein revient au sujet. Dans votre cas, comme dans le mien, les meilleurs mots pour parler de la guerre seraient les larmes. Je ne veux plus qu'il y ait de guerre. Quelle originalité! Je ne veux plus qu'il y ait de guerre. Un enfant de 6 ans, 6 ans et demi peut-être. Quelle naïveté! Un robinet d'eau bénite. Aimez-vous la guerre? Me demander si j'aime la guerre, c'est aussi stupide que de me demander si j'aime la mort. Moi, monsieur, je n'ai pas décroché le prix Nobel, même pas le prix Nobel de la Manche ou de l'affûtage des canifs. Alors, j'évite les questions idiotes. La guerre, elle se pointera, nous ne pourrons pas y échapper. Comme la mort. Faux. La guerre ne constitue pas le seul moyen de résoudre les conflits. Je lui préfère la négociation, l'élévation morale. Or, depuis des siècles, on confie l'éducation du peuple à des militaires. Si, lisez les manuels d'histoire. Ils exaltent le territoire, le royaume, la nation. Ils encensent des empereurs stratèges, des généraux tacticiens, ces monstres qui abandonnent des milliers de dépouilles derrière eux. On énumère les victoires en chantant, alors que ces victoires scandent à chaque fois la défaite de l'homme. Votre fils a obéi à l'État. Quelle est pourtant la fonction de l'État? Sa tâche consiste à protéger l'individu, à lui offrir la possibilité de se réaliser par son métier, son art, sa famille. L'État nous sert. Nous n'avons pas à en devenir des esclaves. La personne humaine doit trôner au sommet, sa vie demeurant intouchable et sacrée. Pour moi, l'État se met hors la loi quand il nous contraint à une préparation militaire. Il nous met hors la morale quand il nous oblige à assassiner. Il a trahi sa mission. Comme vous, je ne veux plus la guerre. Militer pour le pacifisme, c'est insuffler l'esprit de concorde, provoquer une révolution mentale.
Comment? Premièrement, il faut détruire le sentiment nationaliste, ce prétendu amour des siens qui s'égare dans la haine des autres. Deuxièmement, il faut presser les jeunes gens de refuser le service militaire. Ne vaudrait-il pas mieux utiliser ce temps et cet argent à former les cerveaux au respect de la vie? Troisièmement, il faut anéantir l'industrie qui soutient, masquer le nationalisme. Là, je propose qu'on ne fasse pas de quartier. Fin totale, désarmement définitif. Que les États renoncent à leur souveraineté et transfèrent leur pouvoir militaire à la Société des Nations. En cas de conflit, ils se soumettront à l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Notre avenir réside dans un gouvernement mondial. Ainsi l'humanité sera telle que nous la souhaitons, et un jour lointain peut-être, mais un jour radieux, la guerre sera abolie, et ce mot même, loin de nous effrayer, ne désignera plus que l'incompréhensible folie de nos ancêtres. Il s'arrête, flamboyant, plein d'énergie, prêt à continuer. Le vagabond le contemple, sidéré. Quelle langue de trompette! Je pige maintenant pourquoi vous pratiquez le sport. Votre crâne bouillonne tellement qu'il a besoin de lâcher de la vapeur. Vous ai-je convaincu? Moi qui rêvais de vous chauffer les oreilles, vous m'avez mis la cervelle en fromage blanc. Vous ai-je convaincu? Donc, vous n'êtes pas pacifiste dans l'intention de vous moquer de mon fils. Au contraire, j'aurais préféré que votre fils ne meure pas au champ de bataille. J'aurais préféré que votre fils soit parmi nous et que vous soyez fiers de ce qu'il entreprend aujourd'hui. J'aurais préféré que votre fils confie ses précieuses qualités, sa jeunesse, sa force, sa droiture, son intelligence, à une autre cause que le combat. J'aurais préféré que votre fils soit un héros en vivant, pas un héros en mourant. C'est gentil d'avoir pris la peine de m'expliquer votre point de vue. Vous ai-je convaincu? Pas une seconde. Échange d'un sourire entre les deux hommes. Einstein se lève pour partir. Voyons, quelle heure est-il? 18 heures. Ah, j'ai rendez-vous à 17 heures. Il faudrait peut-être que je me mette en route. À bientôt? Pourquoi pas? Vous connaissez le chemin de mon bureau. Curieux, vous ne m'impressionnez pas. Ça tombe bien, car moi non plus je ne m'impressionne pas. Einstein part. Le vagabond demeure préoccupé. Après une minute, un homme au faciès intransigeant, habillé de façon stricte, s'approche. Que vous a-t-il dit? Le vagabond découvre l'intrus, le toise et, pour l'amener à plus de politesse, lui lance « Bonsoir ?» Oui, bonsoir. Ça vous écorche la bouche, la politesse? Alors, que vous a-t-il raconté? Sans répondre, le vagabond ramasse ses affaires et s'apprête à quitter ce lieu. Bonsoir! Nerveux, l'homme se précipite sur lui et le saisit par le col de la chemise sans ménagement. Rapportez-moi votre conversation avec lui. Avons-nous gardé les cochons ensemble? A-t-il critiqué l'Amérique? A-t-il tenu des propos communistes? Je t'emmerde. Vous auriez intérêt à vous montrer plus coopératif, sinon... L'homme a un rictus et sort une carte de son manteau. Agent O'Neill des services secrets, FBI. Le vagabond est effrayé par l'assurance de l'espion, par sa froide détermination. Punaise, vous foutriez la trouille à Al Capone, vous. Maintenant, au travail, et vite. Je veux un rapport précis. Acte 2. Une nuit de mars 1939. La lune baigne le paysage bleu sombre de lueurs argentées. Einstein est assis sur la berge, une lampe à huile posée à ses côtés, laquelle diffuse une lumière dorée, chaude, rassurante. Il puise des lettres dans un gros sac en toile. De temps en temps, sur un carnet, il ajoute une note au crayon. Le vagabond, comme s'il en avait l'habitude, se tient non loin d'Einstein et lit un journal. Il sursaute. Oh!
En Allemagne, ils ont brûlé vos livres en place publique? J'ai joui de cet honneur. S'il peut réduire nos pages en cendres, Hitler ne parviendra pas à brûler la pensée, parce que la pensée, c'est le feu. Vous avez de ces formules, vous? C'est un peu ma spécialité. Le vagabond reprend sa lecture. C'est Hitler. Internement et exécution arbitraire. La jeunesse endoctrinée. La population obligée de saluer par Heil Hitler. Je me demande si les journaux n'exagèrent pas. J'aimerais que ce soit le cas. Pour vendre du papier, les journalistes en font des tonnes. Cordell-Hull, le secrétaire d'État, l'a affirmé l'autre jour. La presse pousse vraiment mémère dans les bégonias. Ça l'arrangerait. Ça vous arrangerait. Ça m'arrangerait aussi. Les actes immondes nous choquent tant que nous préférons nous exclamer « c'est faux ». À les nier, nous nous sentons meilleurs. Nous nous procurons une vertu bon marché. Bien vu. Lorsque j'avais 10 ans, un camarade m'a expliqué comment on fabriquait les enfants. Le zizi du monsieur dans la fente de la dame. Et puis ensuite, il fait pipi. Ce qu'il m'a raconté m'a paru si extravagant que j'ai refusé de le croire, et que j'ai conclu « de toute façon, je connais mon père et ma mère, ils n'essayeraient même pas une saloperie pareille ». Il glousse. Einstein, lui, ne rit pas, agité de pensées sombres. « Excusez-moi, je vous ennuie avec mes bêtises. » Il n'y a qu'une seule qualité qui doit se montrer absolue dans cet univers où tout s'avère relatif. L'humour. J'apprécie votre humour. Non, les journaux ne dramatisent pas. Hitler, chancelier d'Allemagne, accomplit ce qu'il a annoncé, la guerre et l'extermination de certaines populations. En face d'Hitler et de ses bataillons de nazis, je ne voudrais pas être un juif allemand. Justement ce que je suis. Ou plutôt, ce que j'étais. J'ai acquis la nationalité suisse. Et juif? On peut se débarrasser de ça? À ma naissance, sur mes papiers d'identité, il y avait inscrit « citoyen allemand de confession juive ». Cela m'amusait. Je me demandais s'il existait un type d'incroyance qui permettait de cesser d'être juif. Vous ne croyez pas en Dieu? Si j'entrais dans une synagogue, Dieu ne me reconnaîtrait pas. D'ailleurs, la seule religion ne fait pas le juif. Quelle leurre! Un jour, des années 30, je me réveille différent. La veille, j'étais un Allemand, ce matin-là, j'étais un juif. Que s'était-il passé pendant la nuit? Hitler avait gagné les élections. L'antisémitisme m'avait repeint en juif. Alors, c'est quoi être juif? Un destin. Ça colle à la peau des pensées, ça forge le caractère, ça oriente l'intelligence, ça garnit la mémoire. Dès qu'on se rend compte qu'on est juif, il est déjà trop tard. Le vagabond continue en bouffonnant. Comme les scouts, juif un jour, juif toujours. Il rit en se forçant. À l'évidence, ils essayent de se montrer plus légers qu'ils ne le sont en réalité. Le vagabond désigne les journaux. Juif interdit de travail, juif détroussé, juif arrêté. Vous avez eu raison de mettre un océan entre Hitler et vous. Ici, dans le New Jersey, vous ne craignez rien. Je me suis enfoui à temps, certes. Un lâche ponctuel. Einstein soulève le sac et révèle que celui-ci est rempli de lettres de différentes tailles. Tenez, devinez ce que c'est. Si les lettres m'étaient adressées, au poids, les ardoises que j'ai laissées depuis 20 ans dans les pubs du pays. Devinez. Des ligues pour la pudeur vous demandent de raser votre moustache? Non. Des messages de femmes qui vous admirent? Je ne suis ni chanteur ni acteur et je crains que les équations mathématiques ne se révèlent guère sexy. Pourtant, moi j'ai connu un théorème de Pythagore qui me mettait dans tous mes états. En réalité, j'ai toujours eu des difficultés en mathématiques. Et moi donc? Des Juifs en Europe sollicitent mon intervention pour les aider à migrer ici, aux États-Unis. Voici la correspondance d'une semaine. Et pourquoi ont-ils besoin de vous? Le gouvernement américain multiplie les obstacles.
Outre l'extrait de naissance, les candidats à l'exil doivent produire une attestation délivrée par la police de leur pays confirmant qu'ils sont d'excellents citoyens. Comme si un juif persécuté, ses valises à la main, allait s'arrêter au quartier général de la Gestapo pour réclamer un certificat de bonne conduite. Aïe! Les nazis se contentent d'inscrire communiste ou sympathisant communiste afin que la requête soit refusée. Le président Roosevelt redoute les communistes davantage que les fascistes. Il a raison, non? Einstein examine le vagabond avec surprise. Moment de malaise entre eux. Aucun n'a envie de s'aventurer dans cette discussion, chacun appréhendant ce que l'autre pourrait énoncer. Un temps. Que faites-vous de ces lettres? Je les distribue. Nous trouvons des industriels qui fournissent du travail ou assument la charge financière des réfugiés. Comme je n'ai ni dollars ni poste à donner, j'écris des attestations en faveur d'artistes, d'enseignants, de scientifiques juifs. Ça marche? Un peu. Très peu. Trop peu. Le gouvernement a imposé des quotas. Que tous les malheureux viennent ici ne constitue pas une solution. D'accord. Ce n'est pas l'Amérique qui doit résoudre ce problème. C'est l'humanité. Le vagabond siffle devant l'ampleur de la tâche. L'humanité? Rien que ça. Quand vous la rencontrerez, donnez-lui mon bonjour. Ce sera difficile. On ne la voit plus beaucoup ces derniers temps. Avez-vous de ces nouvelles? Que serait Hollywood sans les Juifs? Une plage de retraités où n'apparaîtrait qu'une seule star, la souris Mickey. Le vagabond toussote, puis tire une lettre du sac et la montre à Einstein. « Je peux ?»« Je vous en prie. »« Professeur Albert Einstein, Princeton, États-Unis. »« Quoi? L'enveloppe ne comporte que ça et elle vous arrive quand même. »« Alors là, chapeau. Respect, monseigneur. Je croyais qu'il n'y avait que Mickey, justement, qui recevait des lettres sans adresse précise. Mickey, Hollywood. Et hop, sur la table de Mickey. » Il inspecte les timbres. « Oh, quel timbre exquis! Moi, si j'étais une célébrité mondiale comme vous, je me mettrais à la philatélie. Vous n'y avez jamais pensé ?» Il décachette l'enveloppe. « Tiens, intéressant. Je vous la lis ?»« J'écoute. »« Un Belge vous remercie de soutenir le mouvement des objecteurs de conscience. Un mouvement de gauche, non? Socialiste ?» Einstein tic. Pourquoi? Un peu gêné, le vagabond s'obstine. Les objecteurs de conscience prétendent que les guerres sont organisées par les capitalistes pour affaiblir les travailleurs en tuant leurs éléments jeunes et contestataires. D'après ce qu'on m'a dit, le pacifisme vient des rouges. On? Qui on? Qui vous a affirmé ça? Je m'en souviens plus. Souvenez-vous-en et excluez cette personne de vos fréquentations, je vous en prie. Einstein dévisage le vagabond avec sévérité. Moment de trouble. Penaud, le clochard s'absorbe dans le déchiffrement de la lettre. Ce Belge vous implore d'aider des jeunes objecteurs. Je refuse. Pardon? Il y a peu de temps, on pouvait espérer combattre le militarisme en Europe par la résistance individuelle. Aujourd'hui, face à l'Allemagne qui prépare la guerre, il ne faut pas se berner. La liberté se trouve en danger. La Belgique est un trop petit pays. Oui, sur un rocher, je crois. Non, ça c'est Monaco. Le royaume de Belgique ne possède pas de frontières naturelles. L'Allemagne l'attaquera. Je vous l'affirme sans détour. En tant que citoyen belge, je ne déclinerai pas le service militaire. Je l'accepterai. C'est vous qui déclarez ça? Vous me choquez. Vous? Vous qui n'êtes pas pacifiste? Pas besoin d'adhérer au pacifisme pour noter que vous trahissez vos principes. Non, je mets mes principes de côté sur une étagère en attendant le moment où je pourrai les récupérer, quand le refus du service militaire incarnera de nouveau un moyen de lutte efficace au service du progrès humain. Je ne serai pas pacifiste, envers et contre tout. Ah, pratique, votre étagère à principe. Non, pas pratique, pragmatique. Vous en rangez sur cette étagère? Oui, des principes scientifiques.
Dans tous les domaines, les principes n'ont pas de sens indépendamment de leurs conséquences. L'expérience doit en vérifier la justesse. Ici, en l'occurrence, mes principes conduisent à une conséquence que je ne saurais admettre, le triomphe des nazis. Donc, j'abandonne mes principes. Et hop, vous vous arrangez. Vous jouez les vertueux pendant des années, et puis, sans prévenir, vous baissez votre culotte. Si aujourd'hui, Belges, Français, Hollandais, Polonais, Hongrois, vous vous opposez de façon absolue à la guerre en refusant les armes, le service militaire, la mobilisation, vous favorisez les nazis allemands. En vous montrant radical, vous travaillez à la victoire du plus fort. Et alors? Pas nouveau? Il y a toujours eu des nations plus armées, plus teigneuses, plus vicieuses que d'autres? C'est pour cela que chaque nation, même pépère, se contraint à entretenir un système de défense? Teniez-vous au pacifisme parce que vous n'aviez jamais pipé ça? L'Allemagne d'aujourd'hui ne se comporte pas en nation comme les autres. Infectée par le national-socialisme, elle ambitionne la mort de la démocratie. Elle instaure le parti unique, elle traque les juifs, elle s'attaque aux libertés élémentaires. En se préparant à l'affronter, il s'agit de défendre une conception de la civilisation. L'humanité est en péril. Un temps. Einstein achève. Vous devriez jubiler. Je rejoins vos positions. Oh, mes positions m'attristent tellement que je ne parviens pas à me réjouir que vous vous y rangiez. Dans ma victoire, je ne vois que votre défaite. Les deux hommes se sourient. Pendant quelques secondes, ils vibrent en profonde sympathie. Je vais rentrer. Vous êtes veuf, mais vous ne filez pas au foyer plus vite que lorsque vous aviez encore madame. Pauvre Elsa. Pas d'autres femmes depuis? Einstein a un geste évasif qui laisse supposer que d'autres liaisons ont pris place. Ah, quand même! Les aventures sentimentales sont plus dangereuses que la guerre. Au combat, on n'est tué qu'une fois. En amour, plusieurs fois. Il s'approche pour reprendre son sac de lettres. Puis-je vous confier une ou deux lettres? Aideriez-vous ces personnes? Je n'ai pas beaucoup de relations, à part des chiens, 2 ou 3 écureuils et quelques puces. Bien sûr. Il se détourne, fatigué, avec son sac sur les épaules. Le vagabond le considère avec pitié. Monsieur Einstein, vous prenez les événements trop à cœur. Personne ne vous demande de porter l'humanité sur votre dos. Je n'ai aucun don pour l'indifférence. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui commettent le mal, mais par ceux qui le contemplent sans réagir. Roosevelt en tête. Les bras croisés se révéleront aussi dangereux que ceux qui se lèvent pour saluer Hitler. Il part. Le vagabond demeure seul, puis lorgne à gauche. L'agent au manteau noir s'approche. Alors, il a encore insulté l'Amérique? Non, il est aux anges d'habiter ici. Il souhaiterait même que plus de gens puissent profiter de l'Amérique. Qui? Des Juifs persécutés en Europe. Ouais, nous sommes au courant. Il se décarcasse pour les aider. Il travaille autant à ça qu'à ses équations. Une perte de temps. Dans le dossier d'un aspirant à l'immigration, une recommandation d'Einstein produit un effet négatif. Pourquoi? Nous savons qui il est. Et quoi? O'Neill marque un silence, puis rabroue le vagabond. Vous m'avez obéi? Vous l'avez poussé dans ses retranchements? Oui, je lui ai servi vos arguments. Les objecteurs de conscience socialistes, l'Amérique qui doit se méfier des immigrants bolcheviques. Et alors? Il m'a écouté. Et? Il m'a écouté. Il se méfie. De moi? De tout le monde. C'est un menteur professionnel. Un temps. Je vous déçois, non? Je ne fais pas un mouchard convenable. Prenez quelqu'un d'autre. Vous essayez de contourner vos devoirs d'Américain? Si votre fils mort au combat entendait ça... Le vagabond baisse la tête, confus. Estimez-vous que vos contacts avec lui ont perdu en qualité? Non. Ça me gêne. En réalité, j'ai rien contre M. Einstein. Je le gobe bien. Retenez-vous. Quoi qu'il se soit réfugié ici, il déteste l'Amérique. Pendant qu'il sollicite notre nationalité, il nous blâme. L'individu dissimule des intentions néfastes. Lesquelles?
contaminer les États-Unis, leur inoculer le poison communiste. C'est un traître au service des Rouges. Vous le savez ou vous le craignez? Nous enquêtons pour le prouver. D'accord. Vous possédez la conclusion, ensuite vous cherchez les arguments. Vous raisonnez comme un tambour, vous. Pourquoi s'agit-il tant pour installer ses amis ici? Leur judéité masque leur nature de bolchevique. Ça me dépasse. Larguez-moi. Rendez-moi ma liberté. Hors de question. Les jours qui viennent seront particulièrement intéressants. Ouvrez vos oreilles. Les événements vont obliger le lièvre à sortir du bois. O'Neill s'éloigne. Que se passe-t-il? Hitler a envahi la Tchécoslovaquie ce matin. En Europe, la guerre va commencer. Acte 3. Affolé, essoufflé, venant de la route, le vagabond bondit, inquiété par ce qu'il aperçoit au loin sur le lac. Avec de larges gestes, il interpelle quelqu'un. « Attention! Mais c'est pas possible! Attention! Faites gaffe! Vous allez finir dans l'eau aussi! Relevez! Bon Dieu, relevez! Allez à droite! » Soudain, il pousse un cri. « Putain, il s'est renversé !» Il s'effraie. « Vous savez nager ?» Un temps. « Hé! Monsieur Einstein, répondez! Vous savez nager ?» Le vagabond a soudain l'air consterné. « Je cauchemarde! Il ne bouge plus, il ne répond pas. » Fort, au lointain. « Vous êtes blessé? Vous avez reçu un coup? Eh oh !» Il s'est assommé. Il se décide à plonger. Il pose son sac et quitte la scène. « Oh, réveillez-vous! Monsieur Einstein? Vous êtes dans l'eau. Vous allez nourrir les poissons si vous ne rejoignez pas la rive. Monsieur Einstein? Oh, merde, je n'ai plus pied. Au secours! Au secours! À moi! » Bruit de claques sur l'eau. Soudain, silence. Enfin, apparaît Einstein qui porte le vagabond jusqu'à la berge. Celui-ci a l'air plus mal en point que le savant. Assis au sol, le vagabond tousse, crache, se remet, très choqué. Puis il se tourne vers Einstein, ivre de fierté. « Je vous ai sauvé la vie !» Einstein sourit sans démentir, l'esprit ailleurs. « Que vous est-il arrivé ?»« Rien. »« Comment ça, rien? D'abord, vous avez conduit votre bateau plus mal qu'une poule au volant d'une décapotable. Ensuite, quand vous avez été éjecté, vous êtes resté inerte. »« Ah oui? Le choc? Vous aviez reçu un coup? L'eau froide? » ?»« Je ne sais pas. Un peu de tout ça, sans doute. »« Et vous vous taisez alors que je vous parlais. Vous ne m'entendiez pas? » ?»« Je réfléchissais. » Le vagabond constate qu'Einstein semble soucieux. « Un problème scientifique? » ?»« Si seulement. » Soudain, il se tâte avec anxiété. « Ma lettre. Pourvu que... » Après avoir ausculté ses poches, il sort une lettre de l'intérieur de sa veste. « Stupéfiant. Même pas mouillé. Ça, c'est un signe. »« Pardon ? » ?»« Le signe qu'il faut l'envoyer. » Einstein la lâche, comme découragé. « Je ne crois pas au signe. Si vous saviez comme elle me coûte, cette lettre. Jamais je n'ai été aussi déchiré. » « Déchiré ? » ?»« Partagé. » Einstein contemple le vagabond, hésite à parler, puis se redresse soudain. « Vous ne pouvez pas grelotter ainsi. Vous allez faire une crise d'hypertension. Je vais vous chercher un plaid dans ma voiture. Attendez-moi. » Il sort. « Votre lettre ? Surveillez-la. Elle devrait se tenir tranquille, mais si un intrus s'approche, sortez les crocs et aboyez. » Effrayé par cette responsabilité, le vagabond se glisse vers la lettre comme si elle était quelqu'un et se penche pour lire l'adresse. Il siffle d'émerveillement. « Mazette ! Une lettre au président Roosevelt ! Il doit l'engueuler, je parie. »
Puis il tique à cause d'un bruit au loin. Lorsqu'il devine qu'il s'agit d'O'Neill, il a le réflexe de couvrir l'enveloppe. L'agent s'approche, antipathique. « Appliquez-vous !» Hier, il s'est produit chez Einstein un va-et-vient suspect. Il a reçu des savants étrangers avec lesquels il a passé des heures en conciliabule. Il n'est pas dans son assiette. Selon moi, tout à l'heure, il a tenté de boire le bouillon. Se suicider, lui, impossible. Vous l'auriez vu balancer son bateau contre le plongeoir, puis se figer dans la flotte sans bouger d'un cil, vous penseriez pareil. Pas son genre. Vous avez vu comme je l'ai sauvé? Ah oui? Vous avez coulé. C'est lui qui vous a sorti la tête des flots et vous a ramené à la nage sur son dos. Le vagabond hausse les épaules, préférant ignorer cette version. De quoi vous a-t-il parlé? D'une lettre qu'il venait d'écrire et qui lui coûtait beaucoup. Ah, si nous pouvions mettre la main dessus. Sûr. À qui est-elle adressée? Il ne me l'a pas dit. Bon, il va revenir, je décampe. Tâchez de découvrir le contenu de cette lettre. O'Neill disparaît. Le vagabond remet la lettre là où elle était et reprend sa position d'attente en claquant des dents. Einstein arrive. Voilà. Il lui pose un plaid sur les épaules. Puis ses yeux aperçoivent la lettre et il s'assombrit. J'ai vu quelqu'un là-bas, non? Oui, un promeneur qui cherchait le restaurant le plus proche. Une sale gueule. Je ne voudrais pas être la saucisse qu'il va bouffer. Einstein s'assoit, s'emmitouflant dans un deuxième plaid. La situation m'inquiète. Trop. Vous noircissez tout. En mars, vous pensiez que la guerre allait éclater parce que l'Allemagne avait pénétré en Tchécoslovaquie. Nous sommes en août, et que s'est-il passé? Rien. Ça s'est arrêté là. La France, l'Angleterre, la Russie, les États-Unis n'ont pas moufté. Une honte. Il n'y aura pas de guerre. Il y aura la guerre. Même si la France, l'Angleterre, la Russie, les États-Unis n'en veulent pas, l'Allemagne, elle, y est résolue. Ce n'est plus qu'une question de semaines, voire de jours. Avec violence. Je hais cette guerre, mais nous devons la gagner. Il se lève, hors de lui, et débite soudain ce qui l'obsède. Vous vous rendez compte? L'uranium va pouvoir être converti en une nouvelle source d'énergie. Il est devenu possible d'envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une grande quantité d'uranium. Non. Ça permettra de générer beaucoup d'énergie et de très nombreux éléments de type radium. Il a proclamé cela avec fureur, comme une évidence. Il attend une réplique de son interlocuteur. Dites-moi la même chose en chinois parce que là, j'ai perdu ma boussole. On va pouvoir créer une bombe nucléaire, la bombe la plus puissante, la plus meurtrière qui ait jamais existé. Son pouvoir destructeur passera des millions de fois celui des explosifs ordinaires. Une seule de ces bombes suffira à anéantir New York. Nom de Dieu! Einstein désigne le sol avec emphase et fureur. « Et c'est là !» Le vagabond sursaute, effrayé. « Quoi? Là !» Le vagabond, paniqué. « Là? Là! Dans cette enveloppe !» Le vagabond recule, croyant que l'enveloppe contient la bombe. Tous deux la considèrent avec horreur. Moment suspendu. Silence. Quand va-t-elle exploser? Bientôt. Bientôt, c'est quand? Je ne sais pas. 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être. Ah bon? Pas avant. Le temps qu'elle soit au point. Ah, donc là, ce n'est pas la bombe? Non. Alors, c'est quoi? Ma trahison. Le vagabond, interloqué, regarde Einstein qui souffre. Ah, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Un temps. Oui, pourquoi? Einstein, perdu dans ses pensées, frissonne. Pardon? Pourquoi vous jouez du crayon avec le président? La communauté scientifique doit avertir les autorités. Mes amis, Szilard et Wigner estiment qu'il faut un savant universellement reconnu pour expliquer aux politiciens l'importance de ce qui se prépare.
Ça tombe sur moi. Il brandit la lettre. Les Allemands ont retiré du marché l'uranium extrait des mines de Tchécoslovaquie, ce qui prouve qu'ils se sont lancés dans la fabrication de la bombe. Issu de ce pays, je connais son efficacité, sa détermination, la qualité de ses scientifiques, même si beaucoup ont fouillé depuis 1933, et j'en conclus qu'ils seront capables de produire un jour la machine infernale pour Hitler. Il n'y a pas une seconde à perdre, nous devons les prendre de vitesse. Vous rendez-vous compte ? Je suis en train d'encourager les militaires à réaliser l'explosif le plus dévastateur. Moi ! Quelle excellente nouvelle ! Pardon ? Le vagabond se lève, presque au garde-à-vous, gonflé d'orgueil. Je suis ravi que, grâce à vous, les États-Unis possèdent bientôt l'arme suprême. Je ne le fais pas pour les États-Unis. Je le fais contre Hitler. Seulement contre Hitler. Si cette bombe d'uranium glisse dans les mains des fascistes, la civilisation sera condamnée. Je défends une idée, un monde, une culture, pas un pays ni un gouvernement. Vous êtes un ami des États-Unis. Mieux, un patriote. Il lui tape l'épaule, tel un général qui complimente un soldat. J'espère que vous recevrez bientôt vos papiers de naturalisation. Il ajoute fanfaron, inspiré. Maintenant, je saisis pourquoi tantôt j'ai bravé le danger pour vous repêcher. J'ai fait mieux qu'accomplir mon devoir. J'ai sauvé le héros qui sauvera l'Amérique. Le vagabond, ému par ce qu'il dit, essuie une larme au coin de son œil. Einstein demeure interloqué. Le vagabond désigne le côté gauche. Bon, maintenant, il faut absolument que je m'enfile une bière. Toute cette flotte malsaine, ça va me rouiller les boyaux. Il disparaît, croyant que le savant le suit. Resté seul, Einstein saisit la lettre et la déchire avec rage en poussant un cri furieux. Puis il secoue la tête, effondré, avec la détresse de l'homme que personne ne comprend. Le vagabond réapparaît. « Vous venez ?»« Oui. » Avant de partir, Einstein récupère les lambeaux de papier, voit s'il peut les recoller ensemble, décidé à envoyer quand même son message à Roosevelt. Acte 4. Une musique, pure, généreuse, monte dans la nuit, accordée à la splendeur de l'univers. Le vagabond assis écoute avec ravissement. Puis Einstein entre en jouant ce morceau au violon. À cause d'une fausse note subite, il cesse et s'accroupit à côté du vagabond. « Que faites-vous ?»« Rien. Ce ne fut pas mon cas aujourd'hui. »« Tant mieux. Ma fainéantise n'atteint le pic du plaisir que si les autres travaillent. » Ils admirent tous deux le ciel, émerveillés. « Bienvenue sous mon toit. »« Merci. Je ne m'en lasse pas. Tant d'étoiles. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Et encore, pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Un temps. Incroyable comme la lune est grosse. Énorme. Je n'ai jamais vu ça. Le clochard jette un œil réjoui sur l'astre argenté. Ouais, je dois avouer que je ne suis pas mécontent de moi. Ah, c'est vous qui... Ouais. Félicitations. Je vous la cède à $10. $10, une lune aussi majestueuse. Un prix qui ne se discute même pas. Il sort un billet de sa poche et le tend au clochard qui s'en empare. Vous agissez en seigneur, vous, parce que, franchement, ma lune, je vous l'aurais bradée à $5. Non, vous vous conduisez en prince. Une berge sublime, le lac à perte de vue, l'écume des vagues argentées et une lune. Une lune. Une lune. Ouais, rare que je la réussisse si bien. Et ce bruit discret, enveloppant, comment cela s'appelle-t-il déjà? Les grillons. Ma chorale. Félicitations. Il dégaine un nouveau billet pour le remercier, mais le clochard arrête son geste. Permettez, cadeau de la maison. Oh, merci pour eux.
Il soupire de plaisir. Vous croyez en Dieu, vous? Définissez d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Celui qui a fabriqué tout ça. Être physicien, c'est chercher à connaître les pensées de Dieu. Ça veut dire quoi? Oui? Si la foi constitue une passion pour le mystère, alors je crois. Car ce qui demeure éternellement incompréhensible dans la nature, c'est qu'on puisse la comprendre. Plus j'étudie et j'avance à la poursuite de la vérité, plus je m'étonne et m'émerveille. Le savant ressuscite l'enfant en moi. Là-bas en Europe, nos soldats regardent-ils aussi le ciel? Non, la guerre rend myope et plie les coups. Dans un viseur, on ne scrute que la boue. N'empêche, voyez que vous péchiez par pessimisme. Les États-Unis sont finalement entrés en guerre. Oh oui, j'ai toutes les raisons de crever d'optimisme. La guerre se mondialise. Important que les États-Unis viennent au secours de l'Angleterre, la France et les autres. 3 ans, il leur a fallu 3 ans, et l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Je n'ose compter déjà le nombre de morts. N'empêche, oui, c'est bien. Ah, j'ai rendez-vous à 22h. Quelle heure est-il? 22h, justement. C'est encore un peu tôt pour arriver en retard. Vous faites toujours comme ça? J'ai remarqué que les gens en retard affichent une bien meilleure humeur que les gens en avance. Einstein sort 3 crayons et entreprend de les tailler. Et la bombe? Une équipe dirigée par Oppenheimer s'est mise au travail. Cependant, les nazis ont commencé avant nous, car le président Roosevelt a mis 2 ans à soupeser la menace. Pourquoi ne faites-vous pas partie de l'équipe? Je me pose la même question, d'autant que je suis naturalisé américain, et sans doute pas l'Américain le plus ignorant en physique nucléaire. Encore une énigme. Oui, mais minable. La différence entre les mystères de Dieu et les énigmes des hommes, c'est que Dieu ne se montre jamais mesquin. Ils vous ont peut-être jugé vieux? L'âge produit des effets contradictoires sur nous. Il fatigue certains, il en entraîne d'autres. Mon cerveau reste fertile, je l'ai prouvé ces dernières années. Vous n'êtes pas expert en armes? Ah bon? Alors pourquoi la marine m'emploie-t-elle pour résoudre ces problèmes d'explosifs? Je lui ai déjà donné beaucoup de satisfaction. Quelle chance vous avez! Moi je les ai tannés pour aller au combat. Ils ne veulent pas de moi. Ils trouvent que je pue le camphre. Pardon? Je sens la fin de saison. J'ai trop de flacons. Je suis vioque. Ils avancent, les chercheurs de bombes nucléaires? Figurez-vous que je l'ignore. On a dressé un mur de silence entre eux et moi, même avec les Européens que je connaissais bien. On a dû leur donner des ordres. Cela vient du gouvernement. Votre réputation d'homme de gauche a retenu les politiciens? Vous soutenez l'amitié avec l'URSS? Plusieurs physiciens de premier plan ont des opinions politiques identiques aux miennes et l'armée n'a pas hésité à les engager. Il doit y avoir quelque chose d'autre. J'ignore quoi. Il se lève. Bonsoir, mon ami. Je suis obligé de vous quitter car j'ai promis aux marins de leur résoudre un méchant problème technique pour demain. Vous ne dormez jamais? Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite. Il rit. Einstein lui adresse un court salut et disparaît. Après quelques secondes, l'homme en noir se faufile auprès du vagabond. A-t-il des informations? Zéro. Il se plaint que personne ne communique avec lui. Impeccable. Excellent. Il rouspète, il ne capte pas pourquoi il a été écarté du projet. Pense-t-il que les Allemands sont avancés? Il espère que non. Vous en êtes certain? Le vagabond tremble, hésite, puis affirme. Certain. Avez-vous pu intervenir pour moi? Pour que je rentre dans l'armée? Je crève de moisir ici sans servir. C'est en nous rapportant les bavardages d'Einstein que vous êtes utile au pays. Le vagabond soupire, conscient que O'Neill n'intercédera pas en sa faveur. Pourquoi vous en méfiez-vous autant? Je n'ai pas à vous donner d'éclaircissement. Ah ouais. Moi je pourrais m'engueuler avec lui, et vous n'apprendriez plus une broque. O'Neill le toise, agacé.
Je ne vous le conseille pas. M'en fous. Je suis assez taré pour vous envoyer bouler. Pourquoi? Un long silence. O'Neill, tendu comme un arc, finit par lâcher. Il est allemand. Et alors? Il est allemand. Non, je cauchemarde. Vous considérez que parce qu'il est allemand, il pourrait donner des renseignements aux Allemands? Un Allemand reste un Allemand. Il combat Hitler, les fascistes, les nazis. Raison de plus. S'il n'a rien contre les Allemands, tout contre les nazis, il pourrait donc renseigner les Allemands non nazis. Qui vous certifie qu'il n'a pas alerté Roosevelt dans ce dessein? Qui vous garantit que son intention n'était pas d'informer minute par minute ses compatriotes du projet nucléaire, de leur fournir les progrès obtenus ici qui leur manqueraient? Vous ne pincez pas une miette de son esprit. S'il a prévenu Roosevelt, c'est par antifascisme. Antifasciste, comme vous dites. Il a des sympathies bolcheviques. À supposer qu'il boude les Allemands, qui nous assure qu'il ne rencarde pas les Russes? Le cas échéant, ce serait Staline qui posséderait la première bombe nucléaire, à cause de notre négligence. Vous le voyez trop filandreux. Il vient d'obtenir la naturalisation. Il est loyal, réglo. Il n'a pas de porte de derrière. Pfft, son attachement aux États-Unis reste pas clair. Jamais il n'a clamé son amour pour notre pays. Enfin, s'il espionnait, il l'aurait braillé, son boniment patriotique, il l'aurait agité, son petit drapeau. Décidément, il vous a ensorcelé. Non, nous sommes souvent en bisbille. Cependant, le bonhomme, je l'apprécie, je le respecte, je le comprends. Vous le comprenez. Vous cernez Albert Einstein, une célébrité planétaire, celui qui a révolutionné les sciences et la façon de penser. Pour qui vous prenez-vous? D'accord. Je ne suis qu'un misérable ver de terre, je ne... Taisez-vous. Vous n'êtes même pas assez important pour jouer les modestes. Le vagabond est tellement humilié par cette saillie qu'il ne répond pas. En tout cas, moi je l'avoue, et je le déclare sans aucune honte, je ne comprends rien à ce Boche. Et parmi ses nombreux secrets, celui que je saisis le moins, c'est pourquoi il perd son temps à discuter avec vous. Bonsoir. Il sort. De rage, le vagabond saisit son sac et l'envoie rouler au loin. Acte 5. Einstein, sous le firmament étoilé, joue du Bach au violon. La musique monte vers les astres, droite, nette, apaisante, superbe. Soudain, Einstein a le sentiment qu'un malheur fond sur lui. Il frémit. Derrière lui, dans une autre partie du globe et dans son imagination, apparaît le champignon de fumée créé par la bombe atomique. Einstein arrête son archet sur les cordes et découvre la catastrophe. Il se met à trembler, bouleversé, terrifié. Mon Dieu! Sous ce ciel, que le nuage de particules noircit de plus en plus, il demeure immobile, minuscule, dérisoire, impuissant devant les tonnes de forces pures et violentes qui se déchaînent sur la planète. Acte 6. Dans l'obscurité, la bombe explose. Vacarme, tremblement, saturation de l'air, vent violent, fumée, tout donne l'impression que la vie s'achève. Puis la lumière revient sur la paisible berge. On voit le vagabond et O'Neill côte à côte, des feuilles de journaux à la main. Il fait un temps radieux en ce jour d'août 1945. Les deux hommes, oubliant leurs différends, se ruent dans les bras l'un de l'autre. « On a gagné! On a gagné !» L'Amérique triomphe. Nous sommes les plus forts. Enfoncez les Japonais. Un whisky? Pas pendant le service. Et je ne bois pas. Quoi? Allez, vous avez raison. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Et puis, j'ai soif. Alors que le vagabond trifouille son sac à la recherche d'un gobelet, O'Neill s'empare de la bouteille et, sans attendre, boit le whisky au goulot. Le vagabond découvre la situation, un peu surpris. O'Neill s'essuie la bouche. « Youpi! À Hiroshima! À Hiroshima!
Maintenant, il est certain que les Japonais vont se rendre. Des fous, les Japs, des enragés. Les pilotes, en visant une cible, préféraient exploser avec leur avion que la rater. Ça provoquait l'hécatombe dans nos troupes. Du coup, Truman a lancé la bombe. Ah, quel bonheur! À Hiroshima! À Hiroshima! O'Neill arrache la bouteille des mains du vagabond et engloutit encore du whisky. Il en absorbe une quantité dangereuse pour un homme peu accoutumé à boire. En lâchant le goulot, il glapit de joie, tel un cow-boy qui chevauche un étalon sauvage. « Youpi !»« Vous ne viendriez pas du Texas, vous ?»« Comment l'avez-vous deviné ?» Il reprend la bouteille, découvre qu'elle est vide. « Attendez, je crois que j'en ai une dans ma voiture. »« Non, c'est pas la peine, ça suffit. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de l'alcool, il vaut mieux... »« Si, j'avais confisqué une bouteille à un témoin que j'interrogeais. J'ai gardé dans ma malle. Attendez-moi. » Il disparaît en bramant « Youpi !» Einstein arrive, grave, et descend lentement vers le vagabond. Celui-ci, tel un cancre voyant surgir un professeur, essaye de se redonner une contenance. « Vous êtes au courant ? Nous vivons un jour historique. Sûr que c'est un jour qui marquera l'histoire, s'il y a encore une histoire. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas comment se déroulera la Troisième Guerre mondiale. En revanche, je suis certain qu'il n'y aura pas foule pour commenter la Quatrième. L'Amérique a gagné la guerre, mais l'humanité a perdu la paix. Quelle trahison! Nous préparions la bombe pour lutter contre les Allemands, et voilà que Truman la balance sur les Japonais. Nos ennemis! Roosevelt n'aurait jamais fait ça. Roosevelt se serait contenté d'une démonstration de puissance dans le désert, sans victime, pour refroidir les Japonais. S'il n'était pas mort, il aurait retenu son vice-président, ce Truman ignorant, imbécile, obtus, qui massacre les Japonais pour devancer les Russes, pour empêcher les communistes de libérer l'Asie. O'Neill revient, complètement saoul, en brandissant une bouteille. « Et voilà une autre bouteille pour arroser la bombinette à Hiroshima !» Einstein se retourne vers lui. « Vous fêtez les massacres, monsieur ?»« Merde, la cible !» Il s'arrête, oscillant d'avant en arrière, tant il a du mal à garder son équilibre. « À qui ai-je l'honneur ?»« Oh putain de con !» Einstein tendant la main comme s'il s'agissait d'une présentation. « Enchanté. Moi, c'est Albert Einstein. Normalement, vous êtes censé ne pas me voir. » Il agite les bras. « Vous me voyez, là ?» Einstein approuve de la tête. O'Neill masque ses yeux avec sa main. « Et là ?» ?»« Non, là, je ne vous vois plus. »« Ouf, je reste comme ça. » Haussant les épaules, Einstein revient au vagabond. « Truman vient de provoquer le plus colossal carnage de l'histoire et il s'en vante. Tambours et trompettes, triomphe, apothéose, il nous régale avec des additions de boutiquier. Nous avons créé des centaines d'emplois, nous avons déboursé peu d'argent pour un résultat maximum. Nous sommes les plus forts. » O'Neill ne peut s'empêcher de s'exclamer. « Youpi! À Hiroshima !» Furieux, Einstein se tourne vers lui. « Soyez décent, s'il vous plaît !» O'Neill, ivre, se dissimulant derrière sa main. « Vous ne me voyez pas ?»« Je vous entends. Cette bombe a été larguée sur une ville moyenne, une cité d'environ 300 000 habitants. Ceux qui n'ont pas péri aussitôt trépasseront dans les jours qui viennent, soit de leurs blessures, soit d'irradiation, soit des incendies causés par la chaleur. » O'Neill cesse de se cacher derrière sa main et sourit à Einstein. Celui-ci poursuit, indigné. 300 000 hommes, femmes et enfants, 300 000 innocents, des civils. Attention, minute, il précise en vacillant tant il est saoul. 300 000 Japonais. Oui. Premièrement, les Japonais sont nos ennemis. Deuxièmement, les Japonais sont des Japonais. Einstein, pour se soulager de sa colère, décide de s'intéresser à O'Neill et s'approche, les yeux brillants. « Vous êtes trop subtil pour moi, monsieur.
Monsieur comment déjà? Einstein. Non, ça c'est moi. Vous. O'Neill. Patrick O'Neill. O'Neill. Quel merveilleux patronyme. Tellement américain. J'aurais aimé m'appeler O'Neill. Albert O'Neill. Cela ne sonne-t-il pas comme le nom d'un brave garçon? Merci. Alors, monsieur O'Neill, continuez votre analyse? Lorsque vous nous rappelez que les Japonais sont des Japonais, suggérez-vous qu'un Japonais vaut moins qu'un Américain? Voilà. Permettez-moi d'insister pour connaître les rouages de votre prodigieuse pensée. Si une telle bombe devait tomber ici, aux États-Unis, souhaiteriez-vous qu'elle tombe sur un quartier blanc ou sur un quartier noir? Un noir? Car un noir vaut moins qu'un blanc. O'Neill approuve. Mais un noir américain, ça vaut autant ou plus qu'un japonais? O'Neill réfléchit. Oui, difficile, je sais. Dès qu'on considère que les hommes ne s'équivalent pas, on entre dans des finesses qui échappent aux esprits frustes. Précisez, monsieur O'Neill. Un japonais. Un noir américain. O'Neill avec une grimace. Le noir américain vaut plus. Oh, cela résonne admirablement, ce que vous me confiez là. Si typique d'une mentalité avancée. Nous conclurons donc au final qu'un blanc américain coûte 4 noirs américains, et 4 noirs américains égale 8 japonais? O'Neill fait un geste pour que le chiffre grossisse. 16 japonais? O'Neill le presse de monter. 32? 66? 112? Oui, vous avez raison. 112. O'Neill, enthousiasmé, prend le vagabond à témoin. Génial le génie. Il comprend tout. Il s'adresse à Einstein. Je vais vous apprendre une chose, monsieur Einstein. Vous n'êtes pas rouge. Non, vous n'êtes pas rouge. Je leur dirai, là-haut, à... Le vagabond intervient pour l'empêcher de gaffer. Bon, allez, le docteur Einstein n'a pas le temps de bavasser avec vous. C'est un as. Einstein murmure entre ses dents. Il se taise par pitié. Énergique, le vagabond entraîne O'Neill. Je vais vous raccompagner à votre voiture. D'accord? D'accord. Vous croyez que je peux lui dire... Non. Si j'ai besoin... Quoi? De le remercier. Le remercier? Soutenu par le vagabond, O'Neill s'arrête devant Einstein et, chancelant, articule avec peine. Merci, monsieur Einstein. Merci pour la bombe. Tête effrayée du vagabond, Einstein sursaute aux mots prononcés par le soûlard. Pardon? Qu'avez-vous dit? La bombe. Merci pour la bombe. C'est grâce à vous. Quoi? Mais comment? Le vagabond est si désireux d'interrompre cette altercation qu'il lâche O'Neill, saisit la bouteille de whisky et la lui tend. Tiens, mon vieux, bois un coup avant de reprendre la route. O'Neill est tenté, les yeux étincelants. Pas trop? Mais non, un jour pareil. À Hiroshima. À Hiroshima. O'Neill boit, avalant goulûment le contenu de la bouteille. Quand il achève, le vagabond crie. Youpi! L'œil vague, la bouche molle, l'air abruti, O'Neill tombe à terre. Le vagabond se penche pour vérifier qu'il est inconscient. Coma éthylique, parfait. Se justifiant auprès d'Einstein, je ne pouvais pas le laisser conduire sa voiture dans cet état. Qui est-ce? Un Américain moyen. Ça, je l'avais bien saisi, merci. Son métier? Représentant de commerce. Ils le sont tous. Représentant de commerce? Il tiendrait mieux l'alcool. Où veut-il en venir avec son « Merci, monsieur Einstein, pour la bombe » J'ai eu l'impression qu'il croyait que j'avais fabriqué la bombe atomique. Ah oui? Oui. C'est crétin. C'est crétin, donc ça n'a pas d'importance.
Ce qui est crétin a beaucoup d'importance, car la crétinerie recèle de fortes chances d'être crue, répétée, jusqu'à devenir banale et passer pour une vérité. Plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Possible qu'il suppose que c'est grâce à vos travaux que quoi? Qu'on a pu créer la bombe nucléaire? Un temps, Einstein contemple le vagabond. Et vous choisissez aujourd'hui pour me dire ça? Einstein se presse la tête entre les mains. Insensé! Monsieur Einstein, vous y êtes pour quelque chose? Einstein pousse un hurlement de bête traquée. Non! Je me reproche une chose, d'avoir écrit à Roosevelt, car j'ai appris récemment que les Allemands n'étaient pas autant avancés que je le croyais. Si j'avais su que les nazis échouaient à fabriquer la bombe atomique, je n'aurais pas levé le petit doigt. J'ignorais qu'Hitler avait découragé les scientifiques en condamnant la recherche nucléaire, cette invention juive basée sur une théorie juive. Votre théorie? Traqué, Einstein se reprend, hésite, bafouille. Non, je n'ai ni inventé ni inspiré la bombe atomique. Mes équations ne visaient pas l'apocalypse. Mes investigations restaient théoriques, purement théoriques, des travaux de physique fondamentale. Je spéculais de façon... Il s'assoit, essoufflé, et avoue, baissant la garde. Un Français, Becquerel, a découvert la radioactivité en 1896. Mais c'est moi qui, dans la théorie de la relativité, ai établi que la masse et l'énergie représentent deux aspects de la même réalité. Oui, j'ai eu une intuition, celle qu'il y avait de l'énergie tapie dans la matière. Cela a posé les bases de la physique nucléaire. À partir de là, tout le monde a deviné la suite. Dès 1939, chacun s'est convaincu de la possibilité d'une réaction en chaîne. L'énergie libérée par fission produirait de nouveaux neutrons qui relanceraient le processus. La science n'a plus d'auteur aujourd'hui, pas davantage que de nationalité. Elle avance seule, elle se sert de nous. Elle nous utilise comme des marionnettes pour formuler les équations. Si, le soir où vous avez conçu votre théorie, quelqu'un vous avait annoncé la bombe d'Hiroshima, vous seriez-vous abstenu? Einstein, bouleversé, fixe le vagabond et réfléchit. Quelle question! Quelle réponse! Franchement, si c'était à refaire... Oui, si c'était à refaire? Je serais plombier. Vous plaisantez? Être ou ne pas être Einstein. Si c'était à refaire, j'agirais identiquement. À ce moment-là, le corps allongé de O'Neill tressaute et lance. Youpi! Sans y prêter plus d'attention, le vagabond lui donne une légère claque pour lui imposer le silence. Einstein s'enferme la tête dans les mains. Comme un écho du vent, on perçoit une explosion, des clameurs, des cavalcades, des sanglots d'enfants. Est-ce dans l'air du soir ou dans la tête des deux hommes? On ne doit pas le savoir. Quand Einstein relève la tête, il pleure. Je n'ai rien fait, mais je ne pourrai pas me pardonner. Est-ce que Dieu avait le choix en créant le monde? Acte 7. Sous un soleil timide, le vagabond et O'Neill se rejoignent au bord de l'eau. La bonhomie habituelle du vagabond est affectée de désarroi. Pâle, sur ses gardes, il est rongé par le souci. Maintenant, c'est certain, les Russes ont la bombe atomique. Ils l'ont fait exploser dans le désert pour nous narguer. J'ai lu ça. Les cafards se sont infiltrés partout en Amérique. Nous en avons la certitude. Comment croyez-vous que les bolcheviks ont fabriqué la bombe? En nous volant les plans. Est-ce possible? On peut multiplier les précautions, ajouter des gardiens, monter des murs, sécuriser les enceintes. Rien n'empêchera un physicien de communiquer des formules et des équations. Et puis, il y a les femmes. Pardon? Les services secrets russes n'hésitent pas à envoyer de belles femmes pour séduire les hommes importants, puis recueillir leurs confidences. Ils en ont toujours fourni au docteur Einstein qui, paraît-il, n'a pas seulement la tête dans les étoiles, mais souvent sur l'oreiller. Merde! On a tout faux, vous et moi.
Faut être espionné, pas espion. Vous voulez me faire croire qu'il leur gazouille des équations à l'oreille? Vous l'accusez de traîtrise? Facile d'arriver à la traîtrise. Il suffit d'avoir de bons sentiments. Prenez votre Einstein, par exemple. Il pestait tant après les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki qu'il a crié qu'on devait retirer la bombe aux États-Unis et la confier à une force supranationale, un machin genre Nations Unies. En 1946, il a constitué son comité d'urgence des scientifiques atomistes, un groupe de pacifistes antinucléaires où se trouvent les chercheurs du projet Manhattan, ceux qui ont travaillé à la construction de la bombe. Chaque fois qu'il le peut, il secoue l'opinion. Il exige soit le transfert des armements, soit le désarmement total. Quand on s'agite comme ça, il n'y a qu'un pas pour confier un secret de fabrication aux soviétiques. Vous parlez en l'air ou vous avez des preuves? Nous avons des pistes. Einstein subit désormais une surveillance maximale. Tout est étudié, son courrier, sa poubelle, ses coups de fil, ses visiteurs. Nous ne laissons plus un détail de côté. Dès que nous nous sentirons prêts... Le vagabond baisse la tête. Lynchage? Procès, prison, expulsion. Nous verrons. Un lynchage raffiné pour prix Nobel. On lynche beaucoup ces derniers temps. Vous parlez des nègres? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. J'avais l'impression que ça me regardait, même si j'ai la peau blanche. O'Neill le lorgne avec mépris, d'une façon censée lui imposer le silence. O'Neill cherchant Einstein autour de lui. Pas à l'heure, comme d'habitude. Le retard est le privilège des petites femmes et des grands hommes. Cédant soudain à la colère, j'en ai ma claque. Vous me pourrissez la vie. Ah oui. Au moins, nous vous laissons la poursuivre, votre vie de vagabond. Imaginez que nous rouvrions votre dossier. Je ne suis coupable de rien. Tout le monde est coupable. Non. Et certains davantage. Assez. Nous pourrions par exemple nous souvenir de vos attitudes répréhensibles, les violations de propriété privée. Oh, pour dormir. Les attentats à la pudeur. Je me lavais dans une rivière. Et les diverses taxes non réglées. S'il faut payer des impôts sur les aumônes maintenant, vous auriez foutu Jésus et les 12 apôtres en prison pour faute fiscale. Assez. Voici votre cible. Recueillez les informations qui m'intéressent, sinon... Il part. Einstein, un peu moins vif que d'ordinaire, le teint pâle et les traits tirés, rejoint le vagabond. « Mon ami, j'ai une très bonne nouvelle. »« La bombe russe ?» Einstein marque un temps de surprise. « Quoi, la bombe russe ?»« Ne me dites pas que vous sautez au plafond à cause de la bombe russe. Non, s'il vous plaît, ne m'annoncez pas ça. »« La bombe russe ?» Vous m'aviez raconté que vous vous opposiez à ce que la bombe reste américaine. La bombe américaine? Sans les scientifiques européens, les Américains n'auraient pas réussi un pétard. Vous applaudissez donc la bombe russe? Cessez d'utiliser cette expression ridicule. La bombe n'est pas plus russe qu'américaine. D'ailleurs, si, par abus, on devait lui attribuer une nationalité, on l'appellerait la bombe française, car les savants dont les travaux ont inventé la bombe, ce sont Joliot-Curie, Alban et Kowarski dans les laboratoires du Collège de France à Paris. Parfaitement. Ils en ont déposé le brevet en 1939. Pourtant, après les massacres d'Hiroshima et de Nagasaki, les Français n'ont pas réclamé de droit d'auteur. Vous êtes content? Je fulmine de joie. Pourquoi? Einstein a soudain un haut-le-cœur et cherche un appui. Le vagabond se précipite vers lui pour le soutenir. « Oh, excusez-moi, vous n'auriez pas un peu d'eau? Si je ne prends pas ce médicament... » Ça s'avale avec de la bière, votre pilule? Oui. Il ingurgite le remède et la bière, soupire, se détend. Des problèmes de digestion? Connais ça. Moi aussi, j'ai une riche vie intérieure. Il se sourit. Alors, qu'est-ce qui vous réjouit donc? Einstein avec un sourire ambigu. Bientôt, il n'y aura plus de guerre. Le vagabond, ne saisissant pas l'ironie, reçoit la phrase au premier degré. Merveilleux! Et quand? Après la 4e guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'hommes.
grâce à la bombe H. Qu'est-ce que ça veut dire, bombe H? Ça veut dire qu'une fois qu'elle aura explosé, personne ne subsistera pour enterrer les morts. Les bombes A, les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki ne représentaient qu'un pet de nonnes à côté de la bombe H, la bombe à hydrogène. Mon Dieu! Votre Dieu? On se demande où il est passé, celui-là. Sûr qu'il ne fréquente pas beaucoup les laboratoires. Dorénavant, les humains ont des moyens de se détruire et d'anéantir toute vie. Le vagabond se dresse sur ses jambes et aborde Einstein avec véhémence, comme il ne l'a jamais osé. « Vous n'avez pas honte ?»« Pardon ? Vous n'avez pas honte d'être un savant ? D'armer le bras des brutes ? De rendre les assassins plus efficaces ? Se taper sur la gueule ? Les hommes l'ont toujours fait, mais maintenant, avec votre aide, on change d'échelle. Merci, monseigneur. On tue le maximum de gens en un minimum de temps. On massacre style 5 étoiles. Ça glisse comme du petit lait. Ah, quel progrès ! Allons, vous exagérez. Putain de progrès. Moi qui pensais que la science incarnait le sommet de la civilisation. Oui, grâce à elle, l'humanité avance, mais en barbarie. Désolé, monsieur Einstein, ce que vous incarnez, l'instruction, la connaissance, nous a fait prendre une fausse route. L'aboutissement de tant de cultures, ça devient les guerres mondiales, des camps de concentration, des bombes A, des bombes H. L'apocalypse. Vous n'avez fabriqué que de la mort. Mais je panique. Il se lève, ramasse ses sacs et s'en va. « Attendez, écoutez-moi. Non, j'ai les foies, la chair de poule, des sueurs froides, les boyaux qui tricotent et les castagnettes qui s'emballent, la planète sans le sapin. L'espoir s'est fait la malle. On va à la culbute. J'ai peur d'aujourd'hui. Je me méfie de demain. Je crains qu'il n'y ait plus d'après-demain. Je flippe quand je croise une brute. Je balise quand je rencontre un génie. Du génie ou de la brute, je ne sais pas duquel je dois plus me méfier. » Il s'enfuit, laissant Einstein déconcerté. Le vieil homme veut rattraper le vagabond, mais au moment où il se soulève, il rugit de souffrance et s'effondre au sol. Quelques secondes plus tard, le vagabond revient sur ses pas parce qu'il a vu son ami tomber. « Monsieur Einstein ? Monsieur Einstein !» O'Neill entre à son tour, embarrassé, et observe la scène. Lorsqu'il l'aperçoit, le vagabond l'apostrophe. « Ne vous plantez pas là, face de rat ! Appelez un médecin, vite !» O'Neill s'approche et constate qu'Einstein va mal. « Parlez-lui. Empêchez-le de tourner de l'œil. Je file chercher du secours. » O'Neill repart en courant. Le vagabond, tenant le savant dans ses bras, donne de petites claques à Einstein qui finit par reprendre conscience. « Ah, voilà. Docteur Einstein, restez avec moi. On est allé chercher un médecin et une ambulance. Restez avec moi. » Cherchant un sujet de conversation pour retenir l'attention d'Einstein, « Dites, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous aimez l'Amérique ?» Einstein, très doux, répond de façon enfantine. « Bien sûr. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai un ami en Amérique. »« Ah oui ? À quoi ressemble-t-il ?»« Une barbe à papa géante avec une tête de Sioux. » Il se regarde avec tendresse. « Qu'est-ce que vous appréciez en moi, à part mon physique éblouissant ? Il est parfois dur d'aimer les hommes. Avec vous, c'est facile. Pourquoi ? Comme nous ne sommes d'accord sur rien, nous avons toujours plein de choses à nous dire. » Il rit. Les humains se passionnent pour des objectifs dérisoires, richesse, pouvoir, luxe, gloire. Pas vous. Je suis libre. Pas du tout. Vous vous êtes enfermé dans vos souvenirs en consacrant votre existence au fils disparu. Pour le célébrer, vous vivez loin des autres, loin de la société, loin des normes, loin de tout ce que vous avez connu avant. Un deuil monumental et spectaculaire. Vous me bouleversez. Par comparaison, je me sens misérable. Arrêtez, vous êtes admirable. Admirable, moi ? Ça reste relatif. L'immense savant cache un père minuscule et un mari infinitésimal. J'ai trompé leur confiance, j'ai 2 enfants génétiquement malades, l'une morte, l'autre à l'asile, puis un fils brillant, Hans Albert, qui enseigne l'ingénierie hydraulique à Berkeley, que je fréquente encore moins que mes collègues.
J'ai peur d'avoir plus de cerveau que de cœur. Non, vous aimez l'humanité. Je la rêve. Est-ce que je l'aime? J'aime tout le monde, mais ai-je jamais aimé précisément quelqu'un? Il se met soudain à frissonner en claquant des dents. Que se passe-t-il? Je ne vais pas bien, mon ami. Il y a toujours eu beaucoup de chiffres dans mon cerveau, mais maintenant, il y en a encore plus. Le nombre de mes victimes. Des centaines de milliers. Demain, des millions. Après-demain, des milliards. Et ces chiffres diffèrent des autres. Ils sentent le cadavre, la décomposition, le déchet humain. Vous le percevez? C'est le souffle d'Hiroshima. Chaque nuit, il traverse le Pacifique. Des mégatonnes d'énergie, les vents qui suivent la dépression, l'air brûlant. Le souffle d'Hiroshima parcourt la terre. Il arrive jusqu'à moi, il me frôle l'épaule, il me réveille, et je vois le néant. Des manteaux de suie couvrent le ciel. À cet instant, Einstein a de nouveau un malaise et perd conscience. Le vagabond s'angoisse. « Docteur Einstein? Docteur Einstein? Au secours! Quelqu'un, vite! » Acte 8 et dernier. Dans un crépuscule où pointe une pleine lune, le vagabond et O'Neill se font face. O'Neill, en manteau, gants, écharpe, se tient sur le départ. Le vagabond, lui, enfouit son émotion sous de la véhémence. « Mais je vous dis qu'il va me rejoindre !»« Il ne viendra pas. »« Il me l'a promis. Le prochain dimanche de pleine lune. Il ne m'a jamais posé de lapin. »« N'y songez plus. Il ne se déplace pas. Il ne sort plus de chez lui. Il est trop mal en point. »« Je ne vous crois pas. » Quoique, au courant de l'extrême faiblesse d'Einstein, le vagabond la nie. D'un geste raide, O'Neill lui tend une carte de visite. « Si vous apprenez un détail, vous pourrez me joindre à ce numéro-là. » Le vagabond refuse la carte. « Il a un rhume, et vous l'enterrez. » Même si je retardais mon départ, il ne guérirait pas. Le vagabond se mord les lèvres de chagrin. O'Neill poursuit, le front plissé. Je pensais qu'Hoover lancerait les hostilités contre lui, organiserait une campagne de dénigrement, l'expulserait des États-Unis. Souvent, nous en avons parlé à l'agence, mais Hoover n'a pas osé. On ferme le dossier Einstein. Mon travail n'a servi à rien. Prenez ma carte. Le vagabond hésite, puis saisit la carte. Comme s'il opérait un échange, il sort une bouteille de son manteau. Tenez, un petit cadeau d'adieu. Pour moi? Du Bourbon? C'est gentil. Je suis surpris. Merci. Il s'éloigne de quelques pas et confesse ce qui le préoccupe. Je n'ai rien compris à ce boche. Normal, vous ne pouvez pas entraver quelque chose de nouveau puisque vous détenez les réponses avant même de vous poser les questions. Pas vous. Moi, j'ai les questions sans les réponses. Et lui? Il se pose des questions que personne ne s'est jamais posées et, parfois, il y trouve des réponses. Voilà ce qui distingue un génie de deux bougeux comme nous. Je ne comprends toujours pas. Einstein représente l'idéaliste, vous l'idéologue et moi le réaliste. Qui gagne? Sûrement pas le réaliste puisque je reste une merde sur un tas de fumier. Selon moi, Einstein bénéficiait d'une protection. De qui? De sa notoriété. Parce qu'il est mondialement connu, on l'a laissé déblatérer contre la guerre, défendre les juifs, les noirs, les communistes. Faux. Vous savez très bien que votre dossier était vide. Le vagabond s'écarte. O'Neill range la bouteille dans sa poche. Et merci pour le Bourbon. Ça me fera un souvenir. Tu parles? J'ai pissé dedans. O'Neill disparaît. Le vagabond se tourne vers l'endroit où l'espion est parti et l'invective dans le vide. Et c'est tout ce que ça vous fait. Vous surveillez un génie pendant des années et vous restez plus bas de plafond, vous repartez même plus creux qu'à l'arrivée. Vous êtes con comme un balai. Manche à couilles. La porte claque
La voiture de O'Neill démarre. Quand on songe qu'Einstein se bat pour des gens pareils, pour assurer la paix à des nuisibles, des Hoover, des O'Neill, des McCarthy. Il a tout faux, Einstein, il a tout faux. La bombe, faut la placer à la maternité, sur le berceau des crétins. Dans son dos, sans que le vagabond s'en rende compte, Einstein s'approche, affaibli, s'aidant d'une canne. « Eh bien quoi? Vous engueulez les poissons ?» Le vagabond manque d'effaillir de joie. « Vous? C'est vous? Vous n'allez pas encore me prendre pour un clochard qui ressemble à un Einstein. »« Oh, vous me soulagez. On m'avait dit que vous n'alliez pas bien. » »« Qui est on? »« Des gens en ville. »« Félicité, on. On avait raison. J'ai eu de meilleurs moments. » Le vagabond se précipite pour l'aider à s'asseoir. « Vous avez pu conduire jusqu'ici ?»« Hélène Ducasse, mon assistante, m'attend dans la voiture. »« Vous êtes venu pour moi ?»« J'avais juré que nous nous retrouverions à la prochaine pleine lune. Vous les réussissez si bien, les pleines lunes. Comment s'annonce-t-elle ce soir ?» Il s'assoit côte à côte. Einstein lève la tête en remontant un plaid de laine sur lui. « Contemplons. » Parce qu'il est impossible de prévoir toutes les conséquences de ses actes, le sage se limite à la stricte contemplation. « Oh, oh !» Je disais ça à ma femme quand je voulais ne rien foutre à la maison. Dommage, vous me l'apprenez trop tard pour que je puisse m'en servir. Examinant la lune. Oh, vous vous êtes surpassé. Somptueux. Ça frôle le chef-d'œuvre. Ça représente au moins une lune à 15 $. Oh non, laissez-moi vous l'offrir. Einstein sort une importante liasse de billets et la glisse dans la poche du vagabond. Si, j'insiste. Vous en aurez plus l'usage que moi. Comprenant qu'il s'agit d'un cadeau d'adieu, le vagabond a la gorge si serrée qu'il ne parvient ni à répondre, ni à remercier. Quand vous scrutez le ciel, voyez-vous des frontières? Lorsque vous contemplez les étoiles, considérez-vous que cela a un sens? Les passeports, les visas, les postes de douane et les couleurs de peau? Le vagabond secoue la tête. Au fond, c'est vous le vagabond, le sans-racine, l'apatride, étranger partout, étranger nulle part, humain, et vous ne déambulez pas seulement sur terre, mais dans le ciel, familier des étoiles, pèlerin de l'infini, champion du relatif. Moi, par rapport à vous, je fais bourgeois, installé, crouton. Il rit, frivole. Pourquoi moi, monsieur Einstein? Parce que c'est vous. Je n'ai pourtant pas inventé la marche arrière. Einstein frissonnant. Je ne sais pas si ce que j'ai inventé, directement ou indirectement, me rend plus fréquentable. Se penchant. Vous avez le cœur bon. Je vous sais incapable d'une trahison. Moi? Je me doute bien que les agents du FBI ont dû vous tourmenter parfois. D'ailleurs, pour cet inconvénient, pardonnez-moi. Le vagabond, ému, a envie d'embrasser Einstein, mais se retient. Hoover, Truman, McCarthy. Nous ne pouvons pas plus nous entendre qu'une alouette avec un requin. Ils font passer leur politique pour une morale, alors que moi je tente de trouver la politique de ma morale. Comment allez-vous? Dans ma vie, j'ai connu 3 grandes humiliations. La maladie, la vieillesse et l'ignorance. Par bonheur, quelque chose va venir à bout des 3. Quoi donc? La mort. Einstein a prononcé ce mot sans appréhension, comme un homme qui accepte son sort. Elle s'approche comme une ancienne dette que je vais enfin me résoudre à payer. Le vagabond se racle la gorge et change de sujet. Vous rappelez-vous qu'un jour, il y a plusieurs années, je m'étais mis en colère quand j'avais peur que vous, les savants, vous conceviez des armes trop puissantes.
Eh bien, j'ai changé d'avis. La frousse nous protège. Un affrontement nucléaire produirait une telle bouillie que les dirigeants seront obligés de négocier avant. On va avoir la paix car tout le monde chie dans son froc. La paix. Voilà le nom que vous donnez à cette terreur. La paix atomique. J'ai voulu faire cette guerre pour nous débarrasser de la guerre. Et voici le résultat. Une paix qu'on appelle la guerre froide. La paix perpétuelle au moyen de l'angoisse perpétuelle. On ne réformera pas les hommes, monsieur Einstein. Ils ont besoin de serrer les fesses pour réfléchir. Sans un ennemi ou un danger, ils ne s'unissent pas. Vous croyez à l'humanisme fondé sur la bonne volonté. Moi, je ne crois qu'à la solidarité fondée sur la trouille. Pas d'accord. Avec les siècles, nous avons domestiqué beaucoup de nos basses inclinations en devenant plus tolérants, plus rationnels, plus raffinés. L'homme ne se réduit pas à une création de la nature. Il est aussi une invention de lui-même. Nous pouvons nous épurer. Je rêve qu'un jour l'humanité se débarrasse de la violence et de la peur. J'accepte les gens tels qu'ils existent. Vous voulez les changer. Exact. Le problème d'aujourd'hui, ce n'est plus l'énergie atomique, c'est le cœur des hommes. Il faut désarmer les esprits avant de désarmer les militaires. Einstein sort un crayon et se met à le tailler. Tiens, toute ma vie, ça. Quoi? Les pelures. Un crayon bien taillé en donne 175. Voilà l'exact résumé de mon existence. À raison de 3 crayons par jour, je fabrique quotidiennement 525 copeaux, soit 3675 par semaine, autant dire 191 100 par an. Vous imaginez? Depuis mon entrée à l'université à l'âge de 18 ans, j'ai donc usé 63 510 crayons, fourni plus de 11 millions de pelures, sans compter les craies, les plumes et les encriers que j'ai achevés. Ajoutez 30 pages par jour, soit 635 000 déjà, un buvard toutes les 50 pages, soit 12 700, une gomme par mois, soit 3 016. Je suis un des plus grands producteurs de déchets sur cette planète. Ce n'est pas ce qu'on retiendra de vous. Oui, toutes ces pelures se résumeront en une petite formule. E égale mc carré. Un bref temps. Quelle farce! On ne veut que le bien et on fait le mal, immanquablement. Ma vie durant, je me suis consacré à la vérité. J'ai élaboré des théories humanistes. J'ai imaginé des plans justes et généreux. Or, le destin, avec une insistance cruelle, en multiplie les conséquences néfastes. Impossible de rater le pire, tandis que le meilleur recule à mesure que j'avance tel l'arc-en-ciel dans l'azur. Dieu volontairement, et le diable malgré moi. Voilà la formule de mon existence. Je vous interdis de vous flageller. Je suis une tragédie, la tragédie des bonnes intentions. Enfin, ce qui me rassure, c'est que je vais rejoindre ça. Les miettes, les poussières, la cendre. Quel soulagement! Arrêtez! Pourquoi se cabrer contre l'inéluctable? Il y a 2 sortes de mourants, les révoltés et les consentants, ceux qui poussent un dernier cri, ceux qui poussent un ultime soupir. Moi, je pousserai un ultime soupir. Vous allez me manquer. Vous aussi. Merveilleux, n'est-ce pas? Horrible. Pas du tout. Ce manque couronnera notre amitié. Après le départ d'un proche, il ne faut pas pleurer de chagrin, mais de joie. Plutôt que regretter ce qui n'est plus, on doit se réjouir de ce qui a été. Une voix de femme retentit au loin. La voix d'Hélène Ducasse. « Docteur Einstein ?»« Oui. »« Allons bon, il faut que je me dépêche. Voyons, quelle heure est-il ? » « Prenez votre temps. Je préfère que vous soyez encore plus en retard dans l'autre monde que dans celui-ci. » Il se contemple. « Je dois rentrer. J'ai plusieurs lettres à rédiger et
je veux signer l'appel à la paix qu'a élaboré Bertrand Russell, un Anglais. Quoi? Vous allez travailler? La vie ressemble au vélo. Il faut continuer à avancer si l'on ne veut pas perdre l'équilibre. Vous pourriez vous reposer, enfin. Je vais vous livrer une confidence, mon ami. J'ai été très heureux. Oui, je ne sais pas comment j'y suis arrivé en menant tant de batailles intellectuelles, en recevant tant d'insultes, en traversant 2 guerres mondiales et 2 mariages, mais c'est un fait, une réalité ravissante, étrange. J'ai été insolemment heureux. Einstein s'écarte lentement, à regret. Adieu. Je vais beaucoup souffrir, docteur Einstein, quand vous ne serez plus là. Je serai là. Pardon? Regardez le ciel. Je serai là. Où? Dans le vide, entre les étoiles. Tout le vide, ce sera moi. Je vous ferai signe comme ça. La voix insiste au lointain. Docteur Einstein? Docteur Einstein! J'arrive. La vie en apparence n'a aucun sens, et pourtant il est impossible qu'il n'y en ait pas un. Et désignant le ciel, à plus tard. Ils se font un signe d'adieu, puis Einstein sort. Le vagabond se rassoit et regarde le ciel. Tout d'un coup, les étoiles disparaissent. Quoi? Docteur? Docteur? Docteur Einstein? Il n'y a plus que le vide sidéral au-dessus du vagabond. Einstein vient de mourir. Tel un souvenir, le chant d'un violon s'élève, sublime, emplissant l'espace. Les larmes aux yeux, le vagabond regarde le désert céleste, mais s'efforce cependant de lui sourire. J'espère que cette lecture de pièces de théâtre vous aura plu. Vous aurez remarqué que c'est un exercice assez particulier à faire, en tout cas, ça l'a été pour moi. J'espère donc que vous avez apprécié cette interprétation. Et si vous avez aimé, bien sûr, pensez à liker, à partager, faites connaître mes lectures, mes vidéos, et abonnez-vous. Un grand merci d'avance et donc à très bientôt pour une prochaine lecture.